Allez, mes chers collègues, prenez place. Donc, il est 20 h, la séance va commencer. Donc, je vous propose pour commencer cette séance, en désignant comme secrétaire notre chère et perpétuelle Angélique Desfond. Est-ce qu'il y a des observations? Des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie de cette unanimité. Madame Desfond, vous pouvez procéder à l'appel. Alors, Arnaud Bédy. Présent. Servet à Cacpo. Présent. Alors, Lucie Lebris, elle est C'est ça. Bagnard Arnaud, Sandrine. Berger Tituc a donné pouvoir à C'est bien, on voit. Marité, présent. Brun Gérard. Charmois Laurent. Présent. Angélique Desfond, présente. Desgranges Sonia, présent. Fiacre Nathalie. Absent. On n'a pas. Corentin Grégory a donné pouvoir à Suzy Lecléache. Guédon Alain a donné pouvoir à Corinne André. Donc Lecléache Suzy, présent. Lelay Véronique, présent. Voilà. Lelay Gali, Présent. Levesque Philippe. Pajot Sabrina a donné pouvoir à Valérie Bournex. Ensuite, Sado Vincent a donné pouvoir à Arnaud Bédy. Schaeffer Bruno. Présent. Pipier Lucas a donné pouvoir à Gaël Delay. Et Trouvé Gilles a donné pouvoir à Bruno Schaeffer. Très bien. Le quorum étant atteint, nous allons pouvoir délibérer valablement. Alors, vous avez reçu un ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cet ordre du jour avant que je vous le propose à l'adoption? Très bien. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Alors, vous avez aussi reçu le procès-verbal de la dernière séance du mois de juin. Est-ce qu'il y a des observations sur la forme et non sur le fond? Bien entendu, nous ne redébattrons pas les sujets qui avaient été évoqués en séance. Est-ce qu'il y a une demande de prise de parole? Non. Donc, je soumets à votre vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie de cette unanimité. Alors, quelques communications pour cette rentrée. Tout simplement, déjà, commencer par vous dire que nous avons fini le cycle des réunions de concertation, de stationnement, sur le plan de circulation et de stationnement de la commune. Donc, la dernière grande réunion s'est déroulée la semaine passée. Maintenant, on a des petits projets qui ont déjà émergé, que nous avons déjà réalisés. Nous avons maintenant des moyens et plus longs projets à terme à faire. Donc ça, c'est Gérard Brun et avec les services qui s'en occupent. Donc maintenant, il va y avoir quelques consultations pour certains quartiers, savoir s'ils veulent un passage en zone sud, s'ils veulent tout simplement un passage en zone 20. Enfin, voilà. Il y aura dans les boîtes aux lettres au fur et à mesure de ce qu'on pourra avancer. Bien sûr, il y a des projets les plus chers, sont ceux qui vont prendre plus de temps, parce qu'il faut trouver des financements ou les étaler parfois un peu sur quelques exercices. Deuxième chose que je voulais vous dire, c'est tout simplement, nous avons fait une rentrée scolaire très sympathique, surtout en maternelle, puisque les effectifs dans les deux classes de petite section sont de 18. C'était le cadeau de départ de notre inspecteur académique, qui est maintenant directeur académique à Versailles, quelque chose, ou dans les Hauts-de-Seine. Et donc, normalement, il aurait fallu fermer la classe administrativement. Elle le sera à partir de juin prochain, donc pour septembre 2024. On sait que, alors, sauf si bien sûr de nouveaux effectifs viennent arriver à Périgny, mais bon, ça, on verra. Pour l'instant, avec les naissances que nous avons eues sur la commune, nous savons que non. Si on s'en tient à ça, s'il n'y a pas de nouveaux arrivants, on fermera une classe. Mais c'est pas impossible pour travailler non plus. Donc ça, c'était et puis on a une nouvelle inspectrice très compréhensive qu'on a rencontrée avec Marité Bournex. On a passé une bonne matinée de travail et vraiment, on a de belles perspectives ensemble. Je pense que là, elle est très intéressée par nos actions avec le CMJ, avec le Conseil des sages pour le coup. Enfin voilà, ce côté intergénérationnel qu'on met en place. Donc je crois que là, il y aura pour le coup de beaux projets qu'on va pouvoir monter avec elle.
Et dernier point, c'est pendant l'été. Vous savez qu'au début de l'été, malheureusement, il y a eu des heurts, enfin des révoltes populaires qui se sont faites dans certaines communes. Alors, Périgny a été épargné, bien entendu, même si le soir, on entendait des booms dans la vallée de l'Yerre, donc pas très loin. Et puis, certains maires ont fait des appels au secours parce que, par exemple, à Valenton, 17 de ces véhicules des services techniques ont été incendiés, donc il n'avait plus de balayeuse. Et donc, par une des délégations que vous m'avez octroyées, j'ai pu céder pendant l'été donc une balayeuse à la commune de Valenton. Et ils en sont bien ravis puisque du coup, ils ont pu nettoyer les rues dès le mois de juillet, au lieu d'attendre bien sûr la livraison d'un véhicule qui aurait pris plusieurs mois et qui n'aurait toujours pas aujourd'hui. Ils n'ont toujours pas reçu le nouveau. Donc du coup, c'est un élan de solidarité que nous avons eu envers eux et ils nous en remercient bien entendu. Et toutes les communes ne l'ont pas fait, il faut le savoir. Et nous, on avait une balayeuse qui était là, puisque celle du CIVOM nettoie nos rues, et on en avait une petite qu'on n'utilisait pas. Donc, du coup, c'est celle-ci qu'on leur a cédée. Donc voilà pour les communications du maire. Alors, on va commencer par le premier chapitre de ce soir qui concerne les finances. Et alors, un sujet passionnant, qui est l'adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57, et c'est Gabriel Lelay, le rapporteur. Merci. Donc, je serai quand même assez bref, parce que finalement, c'est assez compliqué. Nous avions une comptabilité une M14, maintenant nous passons à la M57, qui offre plus de disponibilité pour les services, pour faire des virements. On aura moins de demandes modificatives à faire dans le courant de l'année, à la fin décembre, quand les comptes sont un peu dépassés. On pourra le faire intérieurement, sans délibération. Le compte interne, donc c'est la comptabilité. Voilà, donc je vous lis le texte. En application de l'article 106.3 de la loi 2015-994 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, c'est la loi NOTRe. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics adopteront par délibération de l'Assemblée délibérante le cadre fixant les règles budgétaires et comptables M57. En effet, le référentiel M57 présente la particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de collectivités territoriales, régions, départements, établissements publics de coopération intercommunale et communes. Il étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les régions, offrant ainsi une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires, au pluriel. Cette instruction, qui est la plus récente, la plus avancée et la plus complète en termes d'exigences comptables, résulte d'une concertation étroite intervenue entre la Direction générale des collectivités locales, DGCL, la Direction générale des finances publiques, DGFiP, vous connaissez quand vous payez vos impôts, les associations d'élus et les acteurs locaux. Destiné à être généralisé, ici, M57 deviendra le référentiel de droit commun de toutes les collectivités locales d'ici le 1er janvier 2024. Donc ça veut dire que toutes les communes ne participaient pas, n'avaient pas tout à fait les mêmes éléments. Il est à noter que la nomenclature M57 sera applicable dans les mêmes proportions que l'actuelle nomenclature M14, à savoir un vote du budget par nature, un vote sur les chapitres opérations d'équipement de la section d'investissement. Les changements s'opèrent sur certaines imputations comptables qui sont plus détaillées, donc il y aura de meilleures informations, et permettent une meilleure compréhension des dépenses. Des évolutions sont également visibles en matière d'immobilisation, les investissements, mais elles ne concernent pas la commune, moins de 3500 habitants. Je vous remercie de bien vouloir en délibérer.
Et je passerai. Merci, monsieur le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions sur cette nomenclature budgétaire? M50, bon, c'est la loi, on n'a pas beaucoup de choix. Alors je soumets à votre vote, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie de cette unanimité. Le point suivant concerne cette fois-ci la proposition d'adoption de la nomenclature M57 et notamment le règlement budgétaire et comptable qui s'y réfère. Alors j'imagine que vous avez tous lu avec attention les 15 pages de ce rapport, de ce règlement, et que si je pose une question, tout le monde saura m'y répondre. Je ne te poserai pas la question, Laurent. Donc, comme vous avez pu le voir, tu veux nous dire les points peut-être essentiels de ce rapport? Non, en fait, et bon. Les 15 pages, je les lirai tout seul. Non. Ah oui, non, pas lire les 15 pages. Bon, simplement, vous dire que c'est vraiment une harmonisation des pratiques pour le coût de gestion. Et il faut voir qu'il y a 3 nouvelles règles comptables qui s'additionnent finalement à celles de la M14. C'est le principe de pluriannualité, la fongibilité des crédits et la gestion des dépenses imprévues. Bon, en gros, c'est ça. Nous, on avait déjà une part pour la gestion des dépenses imprévues, mais aujourd'hui, c'est vraiment acté, on va dire, dans le dispositif. Alors, pour la fongibilité des crédits, hein, c'est vraiment, c'est-à-dire procéder à des virements simplement qui se feraient de chapitre à chapitre, mais qui sont au sein de la même section. Et ça n'excède pas 7,5% des dépenses réelles de la section. C'est pas non plus une révolution budgétaire qui est en train de s'opérer. Hein. Simplement, parfois, pour éviter de faire une décision modificative pour les services et pour nous, ça, ce sera quand même plus simple. Voilà, c'est une simplification pour nous aussi, il faut l'avouer. J'ai été bon, monsieur. Voilà, une commentaire. Bon, alors, si notre adjoint en finance valide, est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Alors, je soumets à votre vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Alors, maintenant, deuxième chapitre de la soirée, maintenant, qui concerne les affaires générales, pardon. Alors, notamment, ce soir, en premier point, qui est la mise en place d'un règlement des astreintes. Alors, comme vous le savez, tous les ans... Pardon. Oui, c'est le deuxième point. Bah, c'est celui-là. Oui. On vient de le faire, le règlement. T'as pas trop détaillé. Bah si, je l'avais dit ça. Donc là, qui concerne le règlement des astreintes. Oui, voilà, je vous disais, comme vous le savez, tous les ans, la commune, d'habitude, on votait pour des astreintes. Là, par souci de simplification et en même temps d'encadrement, tout simplement, on met à jour ce règlement, on le met en place en vue de clarifier aussi bien le cadre légal que les modalités de mise en place. Alors, l'astreinte est soumise à 2 contraintes pour l'agent, c'est qu'il doit demeurer soit à son domicile ou à proximité, hein, quand il est en astreinte, et il doit être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de la collectivité. Donc, quand on l'appelle, il ne doit pas être trop loin pour intervenir. S'il est à 150 km, c'est sûr que ça devient embêtant. Alors, à Périgny, il existe 2 formes d'astreinte aujourd'hui. Vous avez l'astreinte hivernale qui est effectuée par les agents des services techniques. Et vous avez l'astreinte qui est liée au logement, vous savez qu'on a modifié il y a quelques mois maintenant, et qui permet d'avoir un agent qui peut intervenir à tout moment en cas d'incident sur le domaine municipal. Alors elle est assurée aujourd'hui par un agent des services techniques et un agent de la filière animation. Vous les connaissez. Donc, alors en plus de ces astreintes, par le règlement, la commune se réserve le droit de créer, en cas d'extrême nécessité, nous allons dire, par exemple, une crise sanitaire ou une crise qui pourrait survenir sur la commune, de faire une astreinte supplémentaire. Voilà. Là, c'est vraiment, on va dire, le cas d'extrême urgence, tout simplement. Alors, bien sûr, ces astreintes, elles sont réglementées dans la rémunération. Donc, il y a un tableau, tout simplement, je crois que vous l'avez en plus dans la délibération. Je ne sais plus si c'est ça.
Ah non, mais vous avez, oui, non, vous avez le règlement, pardon, et il y a les indemnités qui sont dedans. Pardon, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, vous avez donc la rémunération et le repos compensateur au sein de la commune. Donc, les agents techniques, ceux qui effectueront l'astreinte hivernale, ils recevront la même somme finalement qui était perçue déjà avant, puisque c'est réglementé. C'est le montant qui est finalement conventionnel de 159,20 € par semaine pour toute intervention sur l'espace communal. Alors, concernant les agents qui sont en astreinte au logement, qui est lié au logement, ceux-là ne pourront pas percevoir une rémunération supplémentaire due à leurs interventions. Je vois vos questions au cas où, c'est pour ça, donc je me dis je donne des réponses tout de suite. Donc, qu'est-ce que je pouvais vous dire de plus? Est-ce que vous avez des questions avant que je continue un peu plus loin? Question. Ah, oui. L'astreinte hivernale, elle est sur quelle période? Alors, tout à fait, très bonne question. Parce qu'avant, on prenait les délibérations que nous avions par le passé et à chaque fois on avait un débat sur ça et ça nous embêtait parce qu'on la lançait dès novembre. Et finalement, bon, nul n'aura échappé, enfin ça n'aura échappé à personne qu'il y a un dérèglement climatique, hein, que l'hiver tarde de plus en plus. Donc, dans le règlement, elle se déclencherait non plus en novembre, mais à partir seulement de décembre. Voilà. Ce qui, en fait, correspond. Alors, les premières gelées, je le concède, arrivent souvent à la Toussaint. On en a toujours on a toujours des gelées en novembre. Mais bon, on n'a pas des flocons ni non plus des averses torrentielles de grêle à ce moment-là. Donc c'est plutôt en décembre qu'on a quand même, il faut reconnaître, donc on se dit que voilà, on faisait l'astreinte de décembre à février. Voilà. Ce qui, à mon avis, correspond davantage aujourd'hui à la réalité que... Mais dans le règlement, tu as quand même, j'espère que j'ai pas fait attention sur le truc, c'est quand même stipulé, si jamais il y a quelque chose au mois de novembre, on peut débloquer l'astreinte plus tôt quand même. Ah bah bien sûr, ben ça ce serait l'astreinte exceptionnelle. Voilà. Effectivement. Du coup, nous on a la capacité, grâce à cela, Voilà. de pouvoir la déclencher. Voilà. Oui, ça, tout est prêt. Alors, et il faut savoir que il fonctionne en roulement par binôme. C'est toujours comme ça. Donc, ils ne toucheraient pas 159,20 € pour l'astreinte hivernale toutes les semaines. Du coup, ce serait plus réparti. Il y aurait un étiage. Est-ce qu'il y a d'autres questions, demandes d'intervention? Ouais, juste une petite question qui se pose tout le temps, c'est est-ce que cette astreinte, elle est perçue tout le temps ou simplement lorsqu'ils interviennent? Non, tu n'as pas le droit de le faire. Tu ne peux pas Non. mobiliser quelqu'un. Tu veux dire pour l'astreinte hivernale? Oui. Alors oui, pour oui. l'astreinte hivernale, c'est vraiment si nous on la déclenche. D'accord. ok. Non, Non, c'est mais que le parce qu'on principe. souvent on se pose la question. J'ai pas compris. Non, Votre question. Si tu mobilises à partir du mois de décembre, c'est une loi de toute façon. Oui. À partir du 1er décembre, tu mobilises, on va dire du 1er décembre, tu mobilises du lundi, je ne sais pas comment est on, là, Oui. bon, je parle chez nous, c'est du dimanche soir, minuit, d'accord, à l'autre dimanche soir, minuit. Les deux, qui sortent ou qui ne sortent pas, ils auront 159 €. Ah oui. Ça, c'est la loi. D'accord, oui. Je n'avais pas compris. Souvent. Oui, C'est interdit. oui. C'est disponible. Et bien Non, sûr, mais moi je croyais que c'était sûr. s'ils ne sont pas sortis, ils auront 159,20 €. Voilà, mais comme ça, Et Et s'ils s'ils sont sortent, sortis, il a s'ils tout sortent sorti. 8 En fait, heures, quoi qu'il arrive. d'accord. ok. les heures en C'est bon, plus. c'est bon. Ça, c'est pour l'astreinte hivernale. Oui, c'est Voilà, oui. uniquement là-dessus que je pose la question. Ok. Oui, s'ils interviennent, ils sont payés plus. Non. Non. Non, leurs Non. heures sont Non, payées. non. D'accord, c'est juste 150. Voilà, c'est ça. C'est Ils s'en sortent. c'est ça. Ils auront Alors, leurs c'est brut, 159,20 hein. D'accord. C'est 159 Sur brut. l'ensemble de la semaine, s'ils sont sortis 8 heures, ils auront Souvent, les 8 ça heures de revient à payer ça. plus l'astreinte, c'est normal. Alors, attendez que je vous le retrouve dans le chapitre exactement. Rémunération, oui, voilà. Vous avez là dans les... Leurs heures plus les 150. Bien sûr. C'est ça qui est- Oui, Comment ça? mais bien sûr. Non, l'astreinte. Ils touchent l'astreinte. Ils ne pas des heures supplémentaires. Ils touchent pas des heures supplémentaires pour S'ils l'astreinte. sortent 2 heures, il faut leur rémunérer les heures. Tu peux pas donner juste 159,20 €. S'ils font 39 heures, c'est la loi.
ça sur Ah, et touchons les heures supplémentaires. C'est ça l'astreinte. Oui, mais touchons les heures supplémentaires. En plus de l'astreinte. Mais c'est ce que S'ils je voudrais. interviennent. Mais que s'ils interviennent. Voilà. Bah, C'est ça. voilà, c'est ce que D'accord. je dis. D'accord, mais ce sera en heure. Si sur la semaine. C'est pas ce qu'on disait. Ah, quand c'est pas sur les heures de journée. Quoi. Ouais. Parce que si ça se déclenche à 8h du matin, Là, ils c'est sont sur au leur temps de travail. Si c'est par exemple, c'est à partir de 17h30, 18h, là, disons que si on déclenche l'astreinte à 19h parce qu'il faut aller sabler la nuit, bon bah c'est normal. Voilà. Bon, vous avez vu les tableaux ou pas pour les sommes forfaitaires, tout ça, le cadre de la rémunération. Vous aviez tout. Vous avez d'autres questions? Alors allons-y, on vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Ah ben à un moment, il faut voter. Est-ce qu'il y a des votes contre? Je vous remercie. Alors, maintenant, deuxième sujet dans les affaires générales qui concerne la mise en place du compte épargne-temps. Alors ça, c'est quelque chose finalement que nous aurions dû mettre en place depuis de nombreuses années sur la commune. Et puis, bon, peut-être pas eu le temps. Et tout simplement, c'est pour permettre aux agents de pouvoir épargner de leurs congés, soit pour les récupérer l'année d'après, ou celle encore d'après, ou encore celle d'après, ou jusqu'à la retraite finalement, et tout simplement pour avoir des jours supplémentaires. Sur la commune, c'est pas rémunéré. Je sais que dans d'autres entreprises ou dans d'autres collectivités, ça se fait. Nous, bon, il y a aussi, ça peut avoir un impact budgétaire, donc pour l'instant, on commence comme ça. Déjà, on le met en place, ce qui ne se faisait pas. Les agents sont ravis. Alors, bien sûr, il y a eu j'ai perdu le mot. On en a parlé avec nos responsables syndicaux. Donc, bien sûr, ça, il n'y a aucun problème. Ils étaient ravis parce que ça ne se faisait pas ici. Et ils le voyaient dans les communes autour. Donc, du coup, tout simplement, par souci d'équité, il fallait qu'on le mette en place. Là, ça faisait quelques années que je demandais. Donc, on a vu avec le CIG, vous savez, dont on dépend pour les ressources humaines. Donc, ils ont validé, bien entendu, à l'unanimité en séance, il y a 15 jours à peu près, la proposition de ce règlement. Donc, en gros, si vous voulez, par exemple, cette année, vous avez 30 jours de congé à poser. Vous n'en posez que 25. Vous vous dites, qu'est-ce que je fais de ces 5 jours? Avant, ils perdaient ces 5 jours. Ils ne pouvaient pas les récupérer. Aujourd'hui, ils peuvent les mettre sur ce compte épargne-temps. Et puis l'année d'après, par exemple, s'ils veulent faire des vacances plus longues ou s'ils ont des déplacements, enfin peu importe, ils pourront les réutiliser. Alors bien sûr, il y a une limite pour les poser, c'est 60 jours en tout qu'ils peuvent mettre dans ce compte épargne-temps, pas au-delà. Donc après, à un moment, il faut quand même poser ses congés. En gros, oui, il faut partir un peu en vacances. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cela? Ben justement, ça n'existait pas avant. Ah, mais il y aura toujours un coût, qu'il soit payé ou pas, il faut définir. Parce que là, il y a une norme, c'est 60 au maximum. Oui. S'il peut prendre plus, comment il fait? S'il y a un comptant qui dépasse la base de 60, qu'est-ce qu'il fait? Là, c'est pas comptabilisé. Ben non, là, ça, il pourra pas le mettre dedans. Oui, mais il ne peut pas le perdre. Ben si, il le perdra. Il est lésé. Comment? Il est lésé en ce moment-là s'il le perd. Il faut qu'il prenne ses vacances. Enfin, c'est pas possible. Il y a beaucoup. Il est obligé. Il y a qu'il est prêt forcément. Oui, au bout d'un moment, quand il y aura 60 jours. Enfin, ouais, dans d'autres collectivités, il y en a. C'est très rare les agents. En fait, les agents qui arrivent à 60 jours, c'est des gens qui ne prennent jamais de vacances. Voilà, c'est très rare. Hein. Alors, après, sauf si ce sont des gens qui ont beaucoup de récupération. Ça, oui, je comprends, je vois d'où tu pars dans le raisonnement. Ouais, mais dans les collectivités territoriales, c'est pas quelque chose qui arrive souvent. Parce qu'il n'y a pas tant d'heures supplémentaires non plus compensées. Donc, comme j'ai compris, il peut mettre que 60 jours sur son compte épargne-temps. C'est déjà beaucoup. Mais chez nous, C'est 3 mois. Chez nous, c'est limité. Oui, mais vous êtes un groupe international. Excuse, Périgny n'est pas un groupe international. Chez nous, il y en a, ils partent 2-3 ans avant. Et c'est le cadre de la loi. Hein. Enfin, c'est ça, c'est ce qui se fait de toute façon pour les collectivités. Hein. Donc,
Du coup, est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention sur ce sujet? Non. Alors, je soumets à votre vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie pour nos agents. Il ne faut pas se gratter le nez, c'est vrai. Elle a raison. Je suis en démocratie. Oui, mais du coup, j'ai cru que tu votais contre. Pour cette unanimité. Alors, maintenant, dernier point des affaires générales concerne la désignation du référent déontologue. Alors là, c'est tout simplement une obligation légale qui est faite par la loi, vous savez, celle qu'on a appelée 3DS, qui a été votée le 21 février 2022. Et en fait, c'est un apport intéressant qui peut aider parfois les questionnements qu'ont les élus sur des situations, alors plus souvent par rapport, on va dire, à des conflits d'intérêts qu'ils pourraient avoir. Moi, je travaille dans telle entreprise, est-ce que je peux voter en conseil municipal? Est-ce que je peux prendre part à la commission d'appel d'offres? Parce que voilà, etc. Donc, du coup, en fait, c'est un référent déontologue qui est extérieur à la collectivité, qui est extérieur, on va dire, à même tous nos partenaires institutionnels que nous pouvons avoir autour de nous et entreprises, et donc qui est là pour nous apporter, en fait, un conseil. Alors bien sûr, on va dire dans tous les respects des principes déontologiques liés à ses fonctions et ses mandats. Alors c'est pour une durée de 2 ans. Et alors, bon, à PMI, on commençait, alors on avait plusieurs noms et puis on nous disait non, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible. Alors, au bout d'un moment, on s'est demandé, on allait voir les autres communes ont dit nous aussi, on nous dit que c'est pas possible en préfecture. Et nous sommes allés voir donc la communauté d'agglomération dont nous dépendons. Et ils nous ont dit, on peut le faire tous ensemble. Donc du coup, toutes les communes de GPSEA, donc les 16 communes, ont le même référent déontologue. Donc vous avez le nom dans la délibération, mais je ne peux pas citer. C'est une avocate d'un cabinet. Et donc, qui, pour le coup, elle servira à sensibiliser et à vous prévenir des conflits d'intérêts des élus locaux, sensibiliser, faire respecter les principes déontologiques et sensibiliser, veiller à la bonne utilisation des moyens mis à disposition par la collectivité. Donc ça, c'est si vous aviez tout questionnement, voilà, il ne faut pas hésiter. Alors, on donnera les coordonnées, bien entendu, de cette déontologue. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Non, je soumets à votre vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie de cette unanimité. Alors, le point suivant, moins administratif, mais quand même pas aussi facile, et le prochain chapitre concernant l'enfance-jeunesse, et c'est Marie-Thé Bourlex qui est notre rapporteur. Je te mets là si tu veux. Voilà, c'est bon, c'est dans le cadre. Alors, depuis maintenant plusieurs années, les familles qui font appel aux accueils des loisirs, les accueils périscolaires et post-scolaires, ainsi que la restauration, bénéficient d'un quotient familial pour leur facturation. Pour rappel, la grille tarifaire permettant l'accès à cette prestation s'effectue au moyen du calcul du coefficient familial, qui dépend lui-même des ressources de la et de la composition du foyer fiscal de l'enfant. Il prend en compte l'ensemble des ressources annuelles ainsi que les prestations mensuelles délivrées par la Caisse des allocations familiales. Malgré une révision des tranches qui a été faite il y a quelque temps de quotient familial, ayant permis le passage de 3 tranches à 2 tranches, à ce jour, 50 à 70% des familles données en approximative se situent en tranche 9, ce qui fait que personne ne bénéficie des tranches. À l'inverse, peu de familles apparaissent dans les tranches 1 à 7. Étant dit que les tranches de 1 à 3 représentent les quotients familiales les plus bas et qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de gens dans ces tranches-là. Alors, on a décidé avec M. le maire Et la commission une meilleure homogénéité dans la répartition des familles au sein des différentes tranches actuellement concentrées au plafond. Il est proposé d'élargir les tranches de quotient et de débuter la première tranche avec des revenus plus élevés. Cette proposition ne modifie pas le taux de participation des familles. Alors, je dis les chiffres. Et si, ça modifie le taux de participation. Alors avant, il y avait la tranche 1 était inférieure à 200.
La nouvelle tranche sera donc inférieure à 350. La tranche 2 était de 200 à 300, elle va passer de 351 à 600. La tranche 3 de 301 à 550, qui va passer, elle, de 601 à 900. La tranche 4, qui était de 551 à 800, va passer de 901 à 1200. La tranche 5, qui était donc de 801 à 1050, va passer de 1201 à 1050. La tranche 6 de 1000, qui était à 1051 et jusqu'à 1300, va passer entre 1501 et 1700. La tranche 7, entre 1301 et 1500, deviendra entre 1701 et 1900. La tranche 8, qui était donc de 1551 à 1800, va passer de 1900 à 2100. Et la tranche 9, au-delà de 1800, va être maintenant au-delà de 2100. Il faut savoir que entre 50 et 70% des familles sont en tranche 9. Donc là, du coup, ça va répartir un petit peu et ça va permettre aux familles de payer un petit peu moins cher. De notre commune. Voilà. Je vous remercie de bien Merci Marité. Et il est important, alors pour ça, là Marité vous parlez de tranches, et en fait chaque tranche du quotient familial se calcule très simplement. Il suffit d'avoir les ressources déclarées aux impôts avant abattement, que vous additionnez aux prestations sociales, et ensuite que vous divisez au nombre de parts de la famille. Voilà. Et donc, du coup, à partir de là, vous savez dans quelle tranche du quotient familial vous vous trouvez. Et en fait, c'est que dans ce contexte inflationniste que vous connaissez tous, la commune, elle a souhaité s'inscrire finalement dans une démarche qui vise tout simplement à réduire le taux de participation des familles aux frais de restauration scolaire, mais aussi tout ce qui est les accueils péri et post-scolaires. Et finalement, alors je ne dis pas qu'on va faire le miracle tout simplement, mais grâce à cette modulation des tranches des quotients familiaux, on va arriver à rendre un peu de pouvoir d'achat aux Pérignaux. C'est ça en fait. On est la seule. Et on met ça en application à partir de quand? Dès que c'est voté. Et ce sera rétroactif? Non, ce sera pas pour tout de suite, ce sera plutôt à partir ce sera pour le 1er janvier. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc là, il aurait fallu qu'on les vote avant. Donc là, c'était une réflexion qu'on avait eue avec Marité. Et donc on avait commencé à y réfléchir. On voulait le faire pour juin pour que ça se mette en application en septembre, mais on n'était pas encore prêt dans les travaux. Et puis ensuite, il fallait le présenter en commission qu'on a eu début septembre. Donc là, les membres de la commission ont bien sûr approuvé à l'unanimité, parce que bon, rendre du pouvoir d'achat en ces temps de crise. Je crois qu'on est la seule commune du Val-de-Marne qui va le faire. On n'a pas augmenté nos impôts. Là, on va essayer de rendre un petit peu. Alors là, c'est vrai, on ne touche que les familles. Il y a aussi les seniors, parce que ceux qui participent et qui sont dans les tranches du quotient familial à des activités. Donc voilà, ça aide un peu. C'est enfants, famille et seniors. Bon, c'est vrai que c'est pas encore tout le monde. On essaie. Mais c'est déjà ça. On avait déjà les seniors, si tu veux, on avait un abattement pour les non imposables. Oui, en plus. Oui, mais voilà. Mais je veux dire, là, avec les tranches, ça s'applique plus facilement. Ouais. Et c'est plus au réel, c'est ce que vous disiez Marité, finalement, de ce que nous avons constaté. Parce que, rappelez-vous, il y a 2 ans, on avait déjà refait, avant il y avait 3 tranches. Oui. On avait pris un cabinet qui nous avait étudié le truc, tac, qui nous avait aligné par rapport à ce qui se faisait autour, etc. Et puis, finalement, il s'est avéré que toutes les familles, 70% des familles étaient dans la dernière tranche. Ce qui finalement servait à rien à la fin. Donc du coup, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on fait ce décalage, tout simplement. On n'a pas modifié grandement la chose. Mais il y a un déplacement finalement, tout simplement, montant. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à notre chère Marité ou à moi-même? Bon, je soumets à votre vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie pour nos chers Pérignaux. Ah, je crois que quelqu'un essaie de rentrer. Voilà. Alors, 20h35, vous avez Lucina Audi qui rentre en séance. Merci de le noter. Chapitre numéro 4 qui concerne la culture et les animations. Et c'est Suzy Lecléache qui est rapporteur.
savoir, c'est que Madame Alicia Caceres a offert, il y a quelques années, je ne pourrais pas vous dire quand, parce que j'étais pas encore là, un tableau. Et il s'avère que ce tableau, elle est venue nous voir, elle nous dit oui, il est beau mon tableau, mais j'aimerais en faire don vraiment à la commune qui est un écrit. Donc c'est ce que je vais vous rapporter. Madame Alicia Caceres, artiste locale, a fait don à la commune à l'occasion, c'était du 10e anniversaire de son installation à Périgny-sur-Yerres, d'un tableau nommé Le Village. Ce tableau est depuis exposé à l'accueil de la mairie. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est celui qui est Au-dessus de derrière l'accueil. Charlotte. Voilà. L'artiste a récemment renouvelé son souhait de voir son tableau exposé au public à cet endroit et a souhaité formaliser son don par un écrit. Considérant qu'il est nécessaire de statuer sur l'acceptation des dons faits à la commune, on délibère là-dessus. Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. Très bien. Et elle a noté aussi que ce serait peut-être bien si on pouvait le faire encadrer. Ah. Mais là, c'est un groupe. Là, c'est la commission finance, c'est une dépense imprévue, ça. Hein. Avec la M57, voilà, tu pourras puiser dans l'autre chapitre de ta section pour pouvoir faire ça. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce tableau? Enfin, par rapport à ce don, pardon. Donc en gros, tout simplement, il était depuis plusieurs années au-dessus de l'accueil de la mairie, mais tout simplement par souci de régularisation pour le faire entrer dans le patrimoine de la commune et puis pour que, au cas où, un jour, ça évite quelconque contentieux. Ce serait bête de perdre de l'argent inutile en frais d'avocat pour ça. Il y a des questions ou pas? Bon, alors je soumets à votre vote s'il y a des abstentions. Les votes contre. Je vous remercie de cette unanimité. Et alors, le dernier point, chapitre, qualité et cadre de vie, et notamment un projet important. Tu as peut-être pas ta gorge? Non, je le fais? D'accord. Je le fais? D'accord. Donc, il concerne l'approbation de projets de périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, donc PPEANP, sur le territoire de notre commune. Alors là, malheureusement, ça n'a pas pu passer en commission et là, c'est donc directement soumis par moi-même, puisque c'est quelque chose qu'avec Corinne, nous avons travaillé depuis plusieurs mois, qu'on voulait mettre en débat, entre guillemets, en commission. Et c'est tout simplement à délimiter le périmètre de protection de nos espaces agricoles et naturels, mais par le département du Val-de-Marne. Donc c'est eux qui ont lancé cette procédure depuis maintenant plusieurs mois. Et donc là, aujourd'hui, ils nous demandent tout simplement de valider les espaces. Alors vous avez eu, je pense, en annexe, les parcelles concernées, mais surtout la carte. Et ça, c'est important de voir en fait quels sont tout simplement les lieux de la commune. Donc vous avez toute cette bande verte, alors, je ne sais pas voilà, si on le voit à l'écran, toute cette bande verte qui représente les bordelières, hein, ça c'est pas très compliqué, donc, qui va jusqu'à l'arrière des parcelles qui sont impasse des Carpeaux, qui est rue de Lausier, enfin, etc., jusqu'au Pierreux. Et ensuite vous avez un petit trou, tout simplement là où il y a les Pierreux. On rebrique ensuite sur les champs à partir du verger des naissances et après tout le domaine Saint-Leu et au-delà. Donc là, ce sont nos zones agricoles que vous connaissez tous. Et alors, vous voyez certainement qu'il y a des traits, bien sûr qu'il y a des traverses qui sont déjà existants, qui sont la route départementale qui va à Brie-Contrebert ou à Varennes-Jarcy. Et vous avez les traits en réserve, là en fait, qui sont les espaces réservés pour la future route du développement durable. Vous savez, cette route de contournement des centres-villes de Villecrène, Mandres-les-Roses, alors pas Périgny, mais plutôt de tout Périgny, pour après ensuite permettre aux camions d'aller directement jusqu'à la zone Sivom qui se trouve à Varennes-Jarcy. Donc une fois que ceci sera adopté chez nous, les autres communes du Val-de-Marne, donc les 47 autres, vont aussi adopter leurs plans, qui vont ensuite aller au territoire, et après ça ira au département. Ensuite, il y aura une enquête publique qui se fera,
avant la création du périmètre par délibération en conseil départemental. Donc là, on est qu'au tout début du processus, mais il faut déjà que dès aujourd'hui, nous disions ce que nous voulons conserver. Et là, vous voyez sur le plan, bien entendu, que tous nos champs sont sacralisés, comme on l'a déjà fait lorsqu'on nous l'a demandé à la région, à la métropole du Grand Paris, et aujourd'hui, dans ce qui est en train de se faire avec le plan local d'urbanisme intercommunal, avec GPSE. Donc là, voilà, c'est encore une avancée finalement pour protéger nos espaces verts et nos zones agricoles qui nous sont en chair depuis tellement longtemps, et c'est dans notre ADN, je crois, depuis bien longtemps. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que c'est vrai que je n'ai pas suivi le texte, mais comme je le connais un peu, est-ce que c'est bon, Corinne, pour toi? J'ai été un bon rapporteur. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Une remarque, donc on est d'accord que ça, c'est des zones inconstructibles. Ah, alors là, c'est que alors, si, non. C'est constructible dans la limite de ce qui est permis en zone agricole, aujourd'hui 10%. Mais seulement, par exemple, de hangars agricoles, enfin voilà. Mais c'est pas constructible en logement, c'est pas constructible en commercial et c'est pas constructible en zone d'activité. Voilà. Et ça sacralise ces zones pour, alors bon, je vais pas dire ad vitam aeternam parce que, mais jusqu'à ce qu'il y ait un jour une révision, 30-50 ans, et ça ne peut être débloqué qu'en Conseil des ministres. Voilà. Donc je pense que, avant que ça se débloque, on a... Une des explications de court projet habitable. C'est-à-dire C'est-à-dire que, puisqu'on là, c'est inconstructible, on ne pourra pas nous demander un jour de construire. Ah, tout à fait, sur nos champs. Tout à fait. Là, on est. Voilà. Sauf à passer au Conseil des ministres. Sauf à passer en Conseil des ministres, mais je ne crois pas que Périgny soit la priorité du Conseil des ministres pour construire. On est d'accord. Voilà, je crois. Donc, pour le coup, c'est encore un acte finalement aujourd'hui fort, et je pense qu'il est important pour nous de montrer encore notre détermination face, il faut le reconnaître, à l'urbanisation et la densification que veut nous faire parfois l'État en nous disant il faut densifier, faire des logements plus hauts, toujours plus de logements sociaux, etc. Donc nous, aujourd'hui, en disant ça, on dit bah non, nous on garde nos champs, on garde nos espaces verts et on garde notre petit village tel qu'il est. Après, je pense qu'il faut aussi bien passer la pommade à nos maraîchers qui ne quittent pas et que... Oui, ah bah oui, mais aujourd'hui, voilà, ça c'est sûr, il faut Ça, manger c'est Pérignon. un Avouons-le, non mais t'as raison, voilà. Mais aujourd'hui, nos champs vont bien, tant que les maraîchers sont là, c'est vrai que la question se poserait si tous nos champs, quand même 200 hectares, hein, si tous nos champs étaient en jachère. Bon, bah là, je pense que la question se poserait, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Alors, on aurait un autre débat, tous ensemble. Bon, aujourd'hui, c'est pas du tout ça, c'est vrai. Pour l'instant, heureusement, l'activité... Moi, j'adore rappeler ça, et je me rappelle, c'est ce que j'avais dit à la ministre du Logement quand j'étais allé la voir sur l'amont des Serrues. Je disais, mais vous savez, alors Périgny, on était 2600 et quelques à l'époque. Aujourd'hui, on est 2700. Et je lui disais, vous savez, Madame la ministre, Périgny, pendant la crise sanitaire, là, on est 2000 et quelques. Ben, nos champs, le domaine Saint-Leu, ils nourrissent 200 000 personnes en Île-de-France. Je dis, si vous enlevez nos maraîchers, ben, où est-ce que vous allez les trouver à 20 km pour les gens qui habitent dans le 11e, 12e, 15e arrondissement pour avoir les légumes frais qu'en crise sanitaire, ils étaient bien contents d'avoir parce qu'eux, ils prenaient leur camion, ils allaient faire les marchés. Est-ce que justement le fait d'être une terre nourricière, ça ne pourrait pas nous donner des avantages pour avoir moins de logements et plus de terres nourricières? Ça, c'est le débat justement qu'on a et qu'on fait et on essaie de nourrir à chaque fois. Alors maintenant, bon, au Sénat, on va voir, ils vont revenir sur toutes ces dispositions à partir du premier semestre 2024. Donc on espère bien qu'un allègement de la loi SRU et surtout de ses contraintes, parce que c'est quand même ça, hein, nous imposer là où on ne peut pas construire, alors qu'on ne peut pas construire, on espère qu'on fera partie de ceux qui seront dans les dérogations. On verra. Aujourd'hui, là, on est en train d'élaborer le contrat de mixité sociale. Bon, on fait quelque chose, nous, de toute façon, qui va rester à taille humaine. On verra pour le mois de décembre, on en reparlera, mais c'est quand même ubuesque parfois les chiffres qu'on peut nous dire. Il faudrait faire, combien? C'est 200 logements sociaux? 273 logements sociaux? 173 logements sociaux
sur la commune. Enfin, vous imaginez, on est 1100 habitants. Enfin, 1100, pardon, 1100 logements, 1100 habitations. Alors, en gros, ça voudrait dire qu'un quartier de Périgny, on devrait construire un nouveau quartier. Ou alors, encore pire, abattre tout un quartier pour faire 100 logements sociaux, par exemple. Enfin, bon, c'est une hérésie, quoi. Aujourd'hui, c'est impossible. Donc, c'est pour ça. On fera à notre rythme, unité par unité, s'il faut, mais on fera doucement. Et surtout, pour les Pérignons, des jeunes, ceux qui ont des accidents dans la vie et les seniors. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions avant que je soumette à votre vote? Sinon, je vais m'énerver sur le sujet. Et après, je vais partir en préfecture encore. Dépêchez-vous de voter. Bon, alors, je soumets à votre vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Bon, bah, très bien. L'ordre du jour étant épuisé.